Bienvenue dans l'Ondé, le podcast de lecture. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format de vidéo un peu particulier parce que j'ai décidé de vous faire un vlog. Et dans ce vlog, je t'emmène au Festival du Livre de Montpellier, le salon littéraire qui existe déjà depuis 39 ans. Allez, c'est parti, on va à la Comédie du Livre, 10 jours en mai. Alors, si ça s'appelle la Comédie du Livre, c'est parce que, initialement, le festival se trouve sur la place de la Comédie, la place fameuse qu'on connaît tous de Montpellier, là où il y a l'opéra et les statues des Trois Grâces. Mais depuis que la place est en cours de végétalisation, le festival se retrouve au parc du Pérou. Et je trouve ça super parce que si on regarde bien, on y a un point de vue imprenable sur le pic Saint-Loup et la mer de l'autre côté. Mais bref, je ne vous en dis pas plus, je ne suis pas guide touristique et on est là pour les livres. Donc voici le salon. Cette année, la Comédie du Livre a accueilli le Grand Prix de l'Imaginaire, qui existe depuis 1974. C'était donc les 50 ans de ce Grand Prix de l'Imaginaire. Et pour ce faire, l'invité auteur qui a eu la carte blanche, c'était donc Alain Damasio. Je suis donc allé voir au Altropisme le concert lecture d'Alain Damasio, et je vous laisse voir ce que ça donne. Moi, c'est pas trop mon truc, mais il faut que ça puisse plaire à tout le monde. Alors, je vous laisse découvrir. Menace prophylaxique. Niveau 6. IA sur district. Efficacité tactique police. 7 sur 10. Attaque raciste ou fasciste. 68. Séquestration. 104. Expulsion. 120. Trace furtive sans artefact ni piste factice. 62. Effacé. Inspecter agencement spatial. Cadastrage panoptique. Restitution temps réel. Collexiqueur satellisé. Alerte sur potentiel sonique destructif des insurgés. Infrabasse à 24 Hz. Rayonnement continu. Ultrason à 24 000 Hz par excès. Les FIF attaquent. On va passer, mec. Tu le sais pas. Si. On va passer. Je suis du récif. Je le sais. Bon, alors, si vous avez lu les sous-titres automatiques générés là en dessous de la vidéo, dites-vous que, tout comme moi, vous n'avez pas compris grand-chose de cette lecture-concert, parce que il parlait vraiment très vite, et si on n'a pas lu le livre, ben on est complètement perdu, et moi j'avoue que je suis passé complètement à côté. Après, voilà, je pense que à beaucoup de gens ça a dû plaire, parce qu'ils connaissent les romans, et que c'était très intense avec la musique, et que si on connaît bien les personnages, eh ben on entre très bien dans le vif du sujet, et je pense que ça a plu à énormément de personnes. D'ailleurs, il y avait vraiment beaucoup de monde à ce concert lecture. Voilà, donc je m'arrête là avec Alain Damasio, et parce que je ne suis vraiment pas une pro de l'ASF. En tout cas, j'ai rencontré Catherine Dufour, qui a été très sympa et qui fait aussi de l'ASF, et donc voilà. En plus, très sympathique, elle m'a même recommandé de lire ce qui est apparemment le must-read en ce moment, qui est le dernier livre de Thomas Gunzig. Je vous le mets là, sur la vidéo, si jamais ça vous tente, et voilà. En tout cas, si vous avez des recommandations pour me lancer dans la SF, parce que je n'en lis jamais et j'aimerais bien trouver de quoi nourrir un peu ce côté fantastique, imaginaire, donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je serais vraiment ravi de découvrir quelles sont vos lectures en SF et pourquoi je pourrais commencer à lire de la SF. Je suis vraiment très curieuse de savoir ce que vous allez me recommander. Ah, et sinon, ne partez pas tout de suite, car sinon vous allez rater le meilleur. Je vais vous parler des grandes soirées de la Comédie du Livre, parce qu'il y en a des lectures-concerts, et toutes sortes, vraiment des choses différentes, allant de Tyran Leblanc à Natiote jusqu'à Mathias Malzieu, le chanteur de Dionysos. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Les lueurs exsangues des néons glissent sous ma porte. Le matin est en avance. Je n'ai presque pas dormi, j'ai chassé les fantômes toute la nuit avec l'appareil photo d'endorphine. Pourtant, une sensation de coton tendre sous les omoplates me submerge. D'abord, je me dis que j'ai dû oublier de retirer mes ailes. Mais elles sont là, qui pendent tranquillement sur leur cintre. Un duvet translucide commence à recouvrir ma peau. Suis-je en train de me transformer en poussin ou en coussin? Je passe le bout de mes doigts sur mes avant-bras. Une vague d'euphorie m'envahit.
Mathias Malzieu, Métamorphose en bord de ciel. Elle rentre. La fille rentre. Ça fait longtemps, très longtemps, qu'elle n'est pas rentrée. Depuis, elle ne sait plus quand. Depuis, les cycles ont tourné. Plusieurs fois, les cycles de la nature, elle les a vus tourner. Mais ses parents non. Les cycles étaient sans ses parents. Maintenant, elle a peur. Un peu, parce que quand même, ça fait longtemps. Comment ses parents ont-ils tourné avec les cycles? Comment les cycles ont-ils parcouru ses parents, traversé ses parents, sillonné ses parents, peuplé ses parents? Comment? Elle ne sait pas. Elle ne sait rien de ce qui l'attend. Et c'est pour ça qu'elle a peur, un peu. Elle rentre. Au bercail, à la maison, au royaume de son enfance, avec les parents qui ont vécu des cycles sans elle. Mais ça va aller. Bien sûr que ça va aller. Les parents, normalement, ça va. Natiote, le bercail, aux éditions La Contre-Allée. Voilà, donc, des extraits que je viens de vous lire, c'est ce que j'ai préféré des grandes soirées. Les deux artistes que j'ai préférés, Mathias Malzieu et Natiote, même s'il y a eu aussi beaucoup d'entretiens entre journalistes et auteurs que j'ai appréciés. Notamment, j'ai pu rencontrer Hervé Lecor qui m'a dit avoir aimé travailler tout particulièrement sur L'homme aux lèvres de saphir et son dernier roman, Qui après nous vivrait, aux éditions Rivage Noir. Si vous voulez commencer dans son œuvre, sachez qu'il m'a recommandé de débuter avec Après la guerre, car on y retrouverait plusieurs personnages disséminés dans ses autres romans. Ça permet donc d'avoir une vision d'ensemble sur tous ces personnages et toutes les intrigues qu'il a déployées au cours de tous ses romans. Sinon, vous pouvez aussi voir dans cette magnifique vidéo des dédicaces de Jean-Baptiste Andrea et Akira Mitsubayashi en train de discuter avec leurs fans après un entretien vraiment riche en émotions. Et c'est tout le problème qui se pose à mon personnage. Quand leurs fils sont incorporés, on leur dit mais c'est une chance, il va se battre pour la nation. Comment est-ce que la propagande a pu fonctionner à ce point, à cette époque? Ah oui, d'après ce que j'ai compris en lisant, j'ai quand même beaucoup travaillé sur cette période, et puis j'avais les témoignages de mon père, de mon propre père, et le nationalisme fanatique, fondé sur la divinité supposée de l'empereur, c'était quelque chose d'absolument inimaginable quand on vit dans un pays dit démocratique. C'était la dictature la plus totale à l'époque. C'était le Japon était gouverné par un gouvernement militaro-impérialiste, et il fallait penser comme tout le monde, c'est-à-dire les autorités impériales indiquaient la direction dans laquelle il fallait avancer. Mais il y avait une minorité, une petite minorité infime, qui essayait de garder la lucidité pour s'opposer à cette guerre. Il y en a eu. Et je crois que mon père n'était pas quelqu'un d'organisé, il ne faisait partie d'aucun parti politique, il n'avait pas d'activité clandestine, mais c'est quelqu'un qui avait fait des études de physique, et il avait, un esprit scientifique extrêmement poussé, et tout ce qu'il détestait à l'époque, c'était cette espèce de fanatisme auquel presque toute la nation adhérait. On a aussi pu assister à un grand entretien avec Neige Sino, qui nous a fait une lecture inédite et de son livre Triste Tigre. Je vous en mets un extrait, j'espère que la qualité n'est pas trop nulle. Enfin, vous me direz, en tout cas je le mets quand même pour vous montrer à quel point c'était fort et dur à entendre mais nécessaire. Donc c'est un passage qui arrive quand même loin dans le livre. Je sais pas si c'est toujours compliqué devant une salle, on ne sait pas qui a lu, qui n'a pas lu. Donc
c'est un passage, comme beaucoup de passages dans le texte, où je raconte des choses que j'ai vécues, donc c'est de la non-fiction, c'est des anecdotes, mais qui sont en même temps dans un processus de réflexion, d'essayer de mettre dans un contexte, d'analyser ce que j'ai vécu, comme on fait tous en fait, hein, on réfléchit à notre passé et on le pense à travers des choses qu'on a entendues, des concepts qu'on a appris. Donc c'est un passage sur cette question du silence, du mensonge et de ce qu'on peut produire quand on parle ou quand on parle pas. J'ai grandi dans le mensonge. Ce mensonge me constitue. Il est même lié à la découverte de mon identité. Quand je me suis rendu compte qu'il fallait que je mente, le « je » m'est apparu comme étant à moi, comme étant moi. Je ne crois pas avoir eu conscience de la solitude absolue qui constitue chaque être humain dans son individualité avant cela. C'est-à-dire que j'ai découvert mon identité dans le même mouvement où la dissimulation s'imposait à moi. Mon monde intérieur s'est forgé dans la conscience de me savoir étrangère au monde, auquel je ne pouvais pas révéler qui j'étais réellement. Ce secret et le fait de savoir que je lui survivais était ma force. Si je l'avais laissé sortir, j'aurais fait effondrer, en quelques mots, la famille tout entière. Je l'ai su assez vite. Je me souviens de jouer mentalement dans des moments de colère, à imaginer ce qui se passerait. J'ai une image très nette d'être en train de faire la vaisselle, pendant que ma mère boit le thé avec une amie. Je suis énervée parce qu'on m'oblige encore à faire la vaisselle, parce qu'elles ont une conversation d'adultes à laquelle je ne participe pas, parce qu'on ne me prête aucune attention alors que j'aimerais prendre part à ce moment d'intimité. Je frotte mes assiettes rageusement avec une éponge double face et je pense à la phrase que je pourrais dire. Il me viole depuis que je suis petite. C'est pour ça que je le déteste. Il ne fait que me violer. Je la répète mentalement de plus en plus fort. Il me viole sans arrêt. Je me promène sur ce fil tendu entre deux falaises, entre le monde d'avant et le monde d'après cette phrase. Alors, après cet entretien, j'ai eu besoin de prendre un peu l'air. La littérature oscille parfois entre l'imaginaire, la science-fiction, le merveilleux, mais aussi le réel. Après avoir écouté tous ces auteurs et autrices venus partager leur expérience, je me suis dit que toutes ces paroles devaient être entendues et au plus grand nombre. Voici donc l'objet de cette vidéo bien avancée. Et si vous êtes resté jusqu'ici, déjà, c'est un immense merci que je vous adresse. Merci infiniment. Et n'hésitez pas à partager vos avis sur cette vidéo dans l'espace commentaire. Et puisque vous êtes toujours là, petit cadeau. Voici les extraits bonus des lectures exceptionnelles de Mathias Malzieu et Nat Yot, qui sont tous les deux montpelliérains, talentueux et très touchants. Elle rentre. La fille rentre. Ça fait longtemps, très longtemps, qu'elle n'est pas rentrée. Depuis, elle ne sait plus quand. Depuis, les cycles ont tourné. Plusieurs fois, les cycles de la nature, elle les avait tournés. Mais ses parents, non. Les cycles étaient sans ses parents. Maintenant, elle a peur, un peu. Parce que quand même, ça fait longtemps. Comment les cycles ont-ils parcouru ses parents, traversé ses parents, sillonné ses parents, peuplé ses parents? Comment? Elle ne sait pas. Elle ne sait rien de ce qui l'attend. Et c'est pour ça qu'elle a peur un peu. Elle rentre au bercail, à la maison, au royaume de son enfance, avec les parents qui ont vécu des cycles sans elle. Mais ça va aller. Bien sûr, ça va aller.
Les parents, normalement, ça va. Les parents, normalement... Encore des rêves? Demanda Endorphine au géant. M'inscrire dans une équipe de basket, camper devant le panier et attendre qu'on me fasse une passe pour marquer tous les points. J'ai toujours rêvé d'être champion du monde de quelque chose. Que resterait-il à notre rêve, à part le basket? Changer le monde? Rien que ça. Et oui, histoire qu'on s'amuse un peu. Et comment t'y prendrais-tu? Ah, j'avais commencé. Avant que l'hôpital des Grands Brûlés ne brûle, j'étais parvenu à créer une molécule très intéressante. Une molécule qui pourrait changer le monde, en effet, c'est intéressant. Le géant sourit entièrement. Cela ne lui était plus arrivé depuis une éternité ou deux. J'ai prélevé un peu d'ADN de mes patients les plus drôles, parce que oui, j'ai oublié de vous dire qu'Endorphine est médecin cancérologue. Et je suis parvenu, après des années d'essais infructueux, à isoler de véritables séquences de propension à l'humour. J'ai ensuite essayé de les administrer à d'autres patients, et j'ai obtenu quelques résultats intéressants. Tu plaisantes? Absolument pas. Un cachet d'humouroïne matin, midi et soir remonterait mécaniquement le moral de mes ouailles. C'est fantastique. Ça me serait si précieux en cancérologie. Ce serait précieux partout, car l'augmentation de l'humouroïne dans le sang provoque une réaction en chaîne extraordinaire. L'autodérision permet de se décentrer, de se prendre moins au sérieux et de moins se victimiser. Oh, Giant Jack is dead. Giant Jack is maybe dead. Oh, Giant Jack, he looks motherfucking dead. Oh, Giant Jack is not dead. He is carrying his shadow through the grave, city grave. Skeleton trees growing on his own grave. He's trembling cold with a frozen wind blowing, blowing through his teeth, blowing through his mouth, battle on his big bleed eyes. He's on my back now. Et même le géant, ça tousse. Pardon. I was trembling like a bird with no feather on the skin. I had gasoline all over my wings. It looked like a storm with a solid body. It looked like a storm. Well, he took off his shadow and put it on mine. I said, hey, it's too large for the little me. He said, you need this big black shadow to fight against the night. It's a good shadow. I've been covering and cold like ice, but it will protect you well. He wore a strange coat with 100 pockets full of books.